Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En Soum Soum avec Chris, avec Big Rusty. On va dans les travées du MMA pour vous donner toutes les clés et finalement comprendre, quel que soit votre niveau, les enjeux des gros chocs et des chocs passés bien évidemment. Messieurs, est-ce que ça va en ce dimanche 3 avril? Super bien. Eh ben formidable. Alors, c'est toi comme réponse en fait. Alors avançons, on va déjà parler du Cage Warriors parce que vous le savez, il y avait notre Cocorico Jati Melan, invaincu en carrière jusqu'à maintenant, champion middleweight du Cage Warriors, qui allait faire une première défense de ceinture et malheureusement, il s'est incliné par genou sauté TKO au round 3 face à Christian Leroy Duncan. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Il y a deux points qui sont importants. C'est un, selon nous, on allait lentement vers sûrement, malheureusement, mais vers une victoire de son adversaire, mais celle-ci a été précipitée par un problème de lentille qui a son importance. Chris. Oui, donc effectivement, je pense que on a tous vu le même combat. On a un Jati qui fait un excellent premier round, vraiment. Et à partir du deuxième et surtout à partir du high poke, on le voit beaucoup moins performant, un peu plus attentiste et qui commençait à se laisser prendre du terrain contre Christian Leroy, qui s'est imposé dans le troisième round. Après un entre-round qui était chaotique, voire dramatique, où son coin est venu préparer. Ils avaient des lentilles de backup au cas où ça arrivait, mais ils ont été incapables de remettre une des lentilles dans l'œil de Jati et il n'a pas eu d'instruction. Il était en panique entre les deux premiers rounds. Il est rentré dans le troisième round face à un Christian Leroy qui prenait en confiance et c'était le début de la fin. 50 secondes plus tard, si je me trompe pas, il prenait le coup de genou sauté, c'était fini. 40 secondes même, Chris. 40 secondes. 40. Mais c'est vrai que c'était cruel en fait. Visuellement, c'était cruel au niveau de ce qu'on voyait parce que bon, un combat est jamais fini et même si c'est vrai au niveau de l'inertie, on sentait qu'il y avait eu beaucoup de dépenses énergétiques de la part de Jati pour contenir. Parce qu'il a un jeu qui est très basé sur la lutte, Jati, et pour contenir son adversaire qui était très physique, vraiment énorme. Et on a vu que premier round, du coup, il le gagne. Deuxième round, il le gagne, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai qu'on avait vraiment une espèce de sensation que son adversaire restait relativement frais et commençait à remonter, comme l'a dit Chris. Et en fait, c'est vrai que c'était assez terrible parce que il perd ses lunettes ses lentilles de contact. Et c'est vrai que il y avait une fébrilité et qu'on sentait dans l'entre-round, c'était terrible. C'était vraiment terrible parce qu'on sentait que Jati savait que les secondes étaient comptées. Il essayait de mettre sa lentille, mais ça marchait pas. Son coin pouvait pas faire grand-chose de plus pour l'aider. C'est un moment qui est crucial, qui est le plus crucial du combat parce qu'il sent qu'il y a une espèce un changement d'inertie dans la dynamique. Et c'est à ce moment-là qu'il y a ce truc-là qui est vraiment un coup du sort. Pour le coup, c'est vraiment un coup du sort. Et on peut pas s'empêcher d'avoir de l'empathie parce que c'est terrible. On sait pas comment ce serait fini le combat, mais c'est sûr que ça a une importance. De la même manière que c'est la fameuse punchline de Charles Oliveira qui dit sans mes lunettes, grosso modo, je vois trois mecs, faut juste que je tape celui du milieu. Mais en gros, c'est drôle parce que Charles Oliveira, quand il le dit, c'est une vanne et qu'il est champion du monde. Mais c'est vrai que sinon, là, par exemple, dans le cas de Jati Melan, c'est tragique. En ces temps-ci, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, c'est vraiment dur, quoi. C'est vraiment dur pour lui. Et je sais pas comment font les combattants qui ont ce genre de problème généralement, parce que du coup, Charles Oliveira, lui, il met pas de lentilles et du coup, il voit moitié moins bien que quand il en a des lunettes. Je sais qu'il y a pas mal de combattants qui ont des lunettes et Cheikh Kongo, je sais plus, je crois qu'il met des lentilles aussi, mais je sais plus. Et puis on avait eu Justin Gaethje qui a fini par se faire opérer. Justin Gaethje qui s'est fait opérer des yeux et on a vu un changement de style après son opération. Et c'est pour ça que ce serait intéressant. C'est si jamais Jati Melan, et c'est tout ce qu'on lui souhaite, voit sa carrière décoller et fait des dingueries et arrive à un super haut niveau où il est le roi du pétrole et qui peut faire une opération, déjà ce sera génial parce que ça veut dire qu'il made it, qu'il l'a fait. Et en plus,
si ça se trouve, tu sais, bon alors là, c'est une hypothèse, hein, j'en sais rien du tout, mais si ça se trouve, le style basé sur la lutte de Jati, c'est justement parce que de la même manière que Justin Gaethje avant son opération, qui faisait du punch and clutch, non merde, c'est du catch and pitch, putain, j'ai oublié. Mais en gros, c'est. Je suis perdu, je sais pas ce que tu veux dire. En gros, c'est, tu sais, en boxe anglaise, quand tu as une garde qui est très resserrée et t'attends que ton adversaire touche ta garde pour déterminer que donc il est à distance et répliquer. Je crois que c'est du catch and pitch. Mais en gros, voilà, si ça se trouve, en ayant plus ce problème-là, du coup, il pourra peut-être changer de style ou j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'était un peu le drama de ce week-end. Et ouais, vas-y. Ah, je voulais ajouter quelque chose. Je sais pas si Chris, tu voulais préciser un point sur la lentille, mais c'est vrai que tu avais fait une très bonne analyse aussi sur le style. On en avait parlé un petit peu avec Rustenhoff, mais sur le style de Jati Melan qui est hyper impressionnant dans le contrôle des corps notamment, mais extrêmement énergivore. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme sa carrière progresse et qu'il va de plus en plus aller vers des combats en 5 rounds, il y a peut-être soit des ajustements à faire, ou alors, en termes de dommages, de dégâts causés à l'adversaire, quelque chose à faire de ce côté-là aussi. Ouais, c'est là où je voulais en venir. C'est certes une défaite avec une astérisque à côté de la défaite, mais cela n'empêche qu'il y a des leçons à tirer pour établir une marge de progression dans son style, notamment le fait qu'on l'a vu dans le premier round et on l'avait vu déjà contre Mathieu Bonnard à son dernier combat. Il fatigue. Et bon, contre Mathieu Bonnard, c'était dans le 5e round. Il commençait seulement à se faire allumer, mais donc il gagne largement la décision. Mais ici, dans le premier round, on voit qu'il dépense beaucoup plus d'énergie que Christian Leroy, qui est venu avec un excellent game plan. Pour ceux qui suivent le Cage Warriors, je pense qu'il est venu avec le même game plan que Dominic Wooding face à Nathan Fletcher. C'était vraiment si je suis au sol, si ça part en grappling, moi j'économise mon énergie par rapport à lui pour pouvoir déployer mon jeu en pied-point quand j'en ai l'occasion. Donc il y a ce côté être peut-être moins énergivore si c'est juste pour contrôler, parce que là, il utilise de l'énergie, mais il contrôle juste. Donc, on est parti sur un 19. Si le combat se lève à 1 minute de la fin du round et que Chris Leroy envoie 2 middle qui touchent fort, c'est Chris Leroy qui prend le round, là, parce qu'il y a vraiment que du contrôle. Donc, effectivement, on va essayer d'établir un jeu peut-être plus à la Khabib avec plus de frappes, ou avancer vers des positions qui amènent vers des soumissions, parce qu'alors ça score plus de points, ou bien simplement réussir à contrôler avec moins d'énergie. Donc ça, c'est vraiment pour moi, les grandes leçons à tirer du premier round. Et sur la suite, effectivement, c'est peut-être trouver un développement dans son style debout pour plus facilement pouvoir faire ses entrées en lutte, parce qu'à partir du 2e round, on voyait qu'il avait beaucoup de mal à casser cette distance et à venir chercher la lutte, notamment parce que actuellement, son pied-point lui dessert. Et je pense qu'il y a en 3-4 mois, il y a moyen de développer un style debout qui lui permettrait de servir sa lutte. Et pour en finir avec ce que Rust avait dit, on est bien sur du catch and pitch technique masterisé par Justin Gaethje également. Ah, okay. Bravo Big Rusty. On avance, messieurs. Je pense qu'on a fait le tour sur Jati Melan. Mm-hmm. Oui, avançons avec lui. Juste en 2 secondes, dire que c'est la manière dont il chope la jambe quand le mec met un kick pour faire tomber un peu à la GSP, c'est magnifique. Ah, je croyais que t'allais... Bref, on allait avoir un nouveau nom qui allait apparaître, voilà. Avançons. Avançons, Big Rusty. Alors, UFC 273, il y a Khamzat Chimaev et il y a les autres, parce que oui, le 3e combat de la soirée écrase un petit peu tout sur son passage, et on voulait ajouter une dernière pièce à l'édifice Khamzat Chimaev, là, qu'on est en train de monter petit à petit. C'est que oui, la semaine dernière, on avait fait la prévue du combat contre Gilbert Burns, mais on avait oublié un point, et pas des moindres, mine de rien, c'est qu'il y a le ramadan, et vous le savez, Khamzat Chimaev est musulman pratiquant, et ça peut avoir son importance au regard du style de Khamzat Chimaev, et notamment des entraînements qu'il s'inflige, en tout cas qu'il a envie de faire jour après jour. On est à 5 par jour, rendez-vous compte, et on nous a interpellé sur le fait que ça pouvait, et ça devrait normalement avoir son importance pour samedi soir, puisqu'on sera à 1 semaine du ramadan pour Khamzat Chimaev. Chris. Oui, effectivement, combattre en plein ramadan, je pense que c'est compliqué pour tous. Moi, j'ai déjà eu plusieurs athlètes qui l'ont fait et ils disent que c'est un autre niveau de difficulté. Déjà que le combat en soi est difficile. Mais moi, c'était que des athlètes amateurs, donc il n'y avait pas de cutting. Et là, je suis en train de me dire, il doit cutter et il doit se réhydrater. Et la pesée est à 10h du matin, donc le mec, il va devoir cut en welterweight, ce qui est déjà compliqué pour lui en temps normal. Il va se peser vers 10h du matin et il va pas pouvoir manger avant le coucher du soleil qui, je sais pas si aux États-Unis c'est comme ici, mais
il fait encore clair, là, il est 19h30. Donc, la réhydratation va être compliquée. Par contre, le combat est au moment où il peut manger et tout ce qui s'ensuit. Mais en général, les athlètes, en tout cas les miens, et je pense que beaucoup d'athlètes, ils aiment bien être à jeun depuis au moins 4 à 6 heures avant un combat. Beaucoup de mes athlètes mangent bien et puis ils s'arrêtent 6 heures avant l'heure de combat estimée pour eux. Et donc là, si Khamzat mange au coucher du soleil, je pense que son combat aura lieu vers 22h, 23h heure locale, donc il sera en digestion. Donc il y a tout cet aspect qui est difficile à gérer pour lui et je suis très curieux de savoir ce qu'il a prévu, parce que c'est d'office quelque chose qu'il a prévu, mais j'ai vu aucune information là-dessus. En tout cas, l'information qu'on a, c'est que, pas par rapport à Khamzat, mais Khabib, lui, ne voulait pas combattre pendant le Ramadan, si je ne m'abuse. Donc ça veut dire que Khamzat GG, c'est-à-dire qu'il a effectivement un plan, mais que donc un autre exemple qui est à ce niveau-là et qui cutait aussi beaucoup, parce que je pense que, je sais pas si Khabib cut plus ou cutait plus, mais je pense que les deux vraiment sont assez énormes par rapport à leur catégorie là dans laquelle ils combattent. Et voilà, et Khabib, lui, avait décrété qu'il ne combattait pas pendant le Ramadan. Donc c'est dire à quel point, effectivement, si jamais vous avez la réponse, dites-nous, parce que ouais, très curieux. On en saura plus de toute façon durant la Fight Week, parce qu'à mon avis, ça sera l'un des gros sujets du combat de Khamzat Chimaev. Tu voulais ajouter quelque chose, Chris? Ouais, ça montre quand même son mindset et son état d'esprit. C'est un guerrier, quoi. Le gars a peur de rien. Il a un excès, je veux dire un excès, mais positif, évidemment, un excès de confiance en ses compétences, parce que tu fais pas ça si t'as le moindre doute sur ton prochain combat. C'est clair. Avançons, messieurs. Co-main event de l'UFC 273. La revanche tant attendue entre Aljamain Sterling et Petr Yan. Depuis le premier combat qui s'est terminé par une disqualification iconique de Petr Yan face à Aljamain Sterling, alors qu'il filait vers une première défense de ceinture. Non, il filait vers même pas une première défense. Si, première défense de ceinture, autant pour moi, puisqu'il s'était imposé quelques mois auparavant face à José Aldo. Il a regardé son corner, vous le savez, et là, le coup de genou interdit, bien évidemment, sur Aljamain Sterling, qui a sorti une performance digne de Will Smith dans King Richard pour finalement récupérer la ceinture bantamweight de l'UFC. Depuis, il devait se retrouver quelques mois après, mais il s'est blessé, Aljamain Sterling, opéré également. De son côté, Petr Yan a récupéré la ceinture intérimaire après un sacré combat face à Cory Sandhagen, l'un des plus beaux combats de l'année 2021, je pense qu'on est tous d'accord ici. Et là, ça y est, il y avait déjà une grosse animosité entre les deux hommes lors du premier combat, là ça va être très 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 chaud. Chris va revenir un petit peu en arrière parce que oui, pour beaucoup, on est là en train de se dire le premier combat c'était une masterclass absolue de Petr Yan et clairement, Aljamain Sterling n'a pas existé, c'est un peu plus nuancé que ça, Chris. Oui, tout à fait. Je pense qu'on se souvient beaucoup des highlights. Et c'est vrai que les highlights du combat, c'était principalement pour Petr Yan parce que les foot sweeps étaient incroyables. Son knockdown du premier round était top. Et à partir de la fin du troisième round et surtout dans le quatrième round, il commençait vraiment à prendre le large. Et là, on est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on oublie? C'est les 15 premières secondes du combat, les gars. Ce qu'on oublie, c'est quand même les deux premiers rounds. Je dirais que le tout premier round, il y a deux juges qui le donnent à Petr Yan, un juge qui le donne à Sterling. Moi, je me positionne plutôt du côté de ce juge-là, c'est-à-dire que le volume de Sterling, le côté un peu bizarre des angles qu'il utilise et le fait qu'il avance beaucoup, ça a dérangé Petr Yan. Tout simplement parce que Petr Yan, je vais pas le considérer comme un slow starter parce que j'aime pas ce mot. Ça fait un peu penser à Donald Cerrone parce qu'il se fait finaliser beaucoup au premier round. Mais c'est un gars qui va observer son adversaire au début et qui va simplement être en mode 80% défense, 20% attaque. Et puis, ça va transiter. Vers le quatrième round, ce sera 20% défense, 80% attaque. C'est un genre de diesel et il prend toutes les informations dont il a besoin dans les premiers rounds. C'est probablement, avec Volkanovski, le combattant qui s'adapte le mieux en combat. Mais du coup, il a quand même eu pas mal de difficultés. Je trouve il encaisse beaucoup de genoux sautés. Il encaisse beaucoup de genoux au corps. Voilà, Sterling était vraiment dans le combat. Dans le deuxième round, c'est clair, les trois juges le donnent à Sterling. Donc, on arrive dans ce quatrième round, en fait, à 2-1 pour l'un ou pour l'autre. Donc, au niveau du scoring, c'est plus serré. Par contre, je rejoins tout le monde. À partir de la fin du troisième round et surtout dans le quatrième round, on voyait la direction que le combat prenait. Et à tous les niveaux, sur toutes les scorecards, on s'imagine que Petr Yan allait prendre au moins 3
4, 5, et 2 juges lui avaient donné le premier, donc on était parti sur 48, 47, et 2 fois 49, 46. Et je me permets pas de te couper parce que t'avais terminé, Chris, mais c'est vrai qu'il y a une impression aussi avec Yann qui pour moi est hyper importante. C'est vrai que dans tous ces combats, que ce soit José Aldo, que ce soit Cory Sandhagen ou même là Sterling, même quand il perd les rounds, on a vraiment l'impression qu'il les laisse à son adversaire. Alors que Sterling, on était en mode clairement le gars est en train de tout donner, il ne va pas pouvoir durer à ce rythme-là. Et Yann, vraiment, moi c'est ce qui me choque, c'est contre Sandhagen, ça avait beau être extrêmement serré au début, on a ce côté insubmersible qui fait que, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, il va continuer d'accélérer, alors que son adversaire, tu ne peux pas tenir cette distance-là et tu finis par suffoquer, qui fait que même quand on regarde le combat, et même s'il le perd, on se dit, en fait, t'es en train de jouer le jeu de Petr Yan. Je sais pas ce que t'en penses, Rusty. Je suis d'accord. Mais en fait, et c'est vraiment ce qui le rend aussi terrifiant, c'est que tant que le menton tiendra, il aura son conditionnement physique, il aura sa technique, il aura son coup d'œil. Donc c'est ce qui le rend terrifiant, tout comme ça rendait terrifiant les combattants qui étaient connus à toutes les époques pour encaisser beaucoup, avoir du cœur et avoir le cran pour revenir et la technique. C'est que en fait, c'est vrai que Petr Yan, sur les premiers rounds, tu peux les gagner. Et de la même manière que Chris vient de le dire, par exemple, c'est pas même contre Sterling, parce que ce serait injuste de dire même contre Sterling, parce que Sterling est excellent, et ce qu'il a fait au premier round est impressionnant. Mais c'est vrai qu'en fait, tu as cette sensation que, disons, il est à un niveau de compétence, de cardio, de dureté, de tout ce que tu veux, Petr Yan, qui est en fait le même pendant tout le combat, et c'est un niveau qui est très élevé. Ce qui fait que si tu donnes tout, tu peux passer au-dessus du niveau de Petr Yan, sauf qu'il y a forcément un moment donné où tu vas décliner, et où, même si tu ne déclines pas physiquement, parce que contre Sandhagen, par exemple, il n'a pas décliné physiquement, Sandhagen. C'est juste que, au bout d'un moment, en fait, quand il a chopé ton rythme, quand il a pris le coup d'œil qu'il fallait pour contrer au bon moment, etc., il va réussir à prendre le dessus, quoi qu'il arrive. C'est ce qui rend le combat contre, je sais pas ce que Chris en pensera et toi Guillaume, tu vois, mais c'est ce qui rend ce second combat intéressant parce que du coup, je suis très curieux de voir l'approche qu'aura Sterling. Mais parce que c'est là toute la question en réalité, parce que c'est vrai que voilà, de par ce langage corporel que vous venez de voir de Chris et Guillaume, je pense qu'on est tous d'accord, c'est que voilà, ouais, Petr Yan, c'est d'accord. Mais voilà, c'est Sterling, que peut-il faire en fait? C'est surtout ça la question. Que faire? Que dire? Et ouais, il y a deux éléments qui rentrent en plus en jeu du côté de Petr Yan, c'est qu'il est très fort en revanche. Contre Magomedov, c'était sa seule défaite et il a pris une revanche extraordinaire contre lui. Et étant donné que c'est un combattant qui s'adapte au fil du combat, là il a déjà fait 4 rounds et demi contre Sterling, donc il connaît déjà le rythme de son adversaire. Et en plus de ça, le seul combat qu'il a eu entre le premier contre Sterling et celui qui arrive maintenant, c'est contre un grand qui envoie du volume et qui a aussi des angles assez bizarroïdes, etc., etc. Donc, je pense que dans ce deuxième combat, Petr Yan va mettre beaucoup moins de temps à ouvrir son jeu. Sauf stratégiquement, il pourrait se dire, tu sais quoi, comme le premier, je le laisse se fatiguer et puis je m'ouvre à partir du deuxième ou du troisième. Mais je crois qu'il aura déjà le timing beaucoup plus tôt dans le combat et il va s'imposer beaucoup plus tôt dans le combat, à moins que, comme tu le dis, les questions sont plus du côté de Sterling, que Sterling vienne avec une autre approche, parce que je pense qu'il y a quelques approches de combat qui pourraient lui servir davantage. Et en tout cas, c'est ce que tous les fans neutres devraient espérer. Tout ce que les fans neutres devraient espérer, c'est qu'on voit un Sterling avec moins de volume, qui vienne juste pour gagner les 2 premiers rounds, et qui vient pour essayer de gagner le 3e. Parce que si Sterling prend 1, 2, 3, à partir du 4e, ça va devenir très intéressant pour les fans de combat. Très, très intéressant. Et je dirais que la probabilité est faible, mais elle n'est pas impossible. Wow. Est-ce qu'on a fait le tour, messieurs, sur ce co-main event? Moi, j'ai juste une dernière question pour Chris. Est-ce que tu penses, juste de l'extérieur, j'ai pas vu de changements radicaux dans le camp de Sterling. J'ai pas vu de gens qui l'avaient ramené. En tout cas, je l'ai pas entendu. Donc, on est à peu près sur les mêmes bases en termes d'entraînement et d'environnement pour le camp. Mais est-ce que tu penses, Chris, que si il axe vraiment lourdement son camp d'entraînement sur la lutte, est-ce que ça pourrait être la salvation, ou est-ce que, comme on le sait, Petr Yan, c'est pas aussi facile que c'est un striker parce qu'il sait tout faire et ce serait le mauvais plan? En fait, pour moi, il y a 2 approches qu'il peut prendre dans le combat. C'est soit
moins d'énergie et essayer de prendre les 3 premiers rounds et puis survivre les 2 derniers, soit le tout pour le tout dès le début, parce que si on part du principe que Petr Yan s'ouvre plus tard dans le combat, il peut viser le tout pour le tout et kill l'Orbi Kills. Il a fait une amenée au sol bien réussie dans le premier round, dans le premier combat, mais à partir du moment où la fatigue s'installait un peu, il n'arrivait plus du tout à amener ça au sol. Donc oui, il pourrait 1 sur axer son 17 en gameplay. tentative de takedown. Alors, le premier combat. Voilà. Donc, il pourrait axer sur le fait d'essayer de lutter très tôt pour obtenir un takedown comme il l'a fait dans le premier combat et espérer avoir un schéma de combat comme il l'a eu comme contre Sandhagen. Mais c'est un pari très, très, très risqué parce qu'effectivement, Petr Yan, je voulais y venir en parlant de Volkanovski, parce que Volkanovski et Petr Yan, c'est probablement 2 parmi les 4 ou 5 combattants les plus complets en termes de compétences de l'UFC. Donc, voilà. Moi, à la place de Sterling, j'axerais plutôt sur le pied-point, sans fatiguer en lutte, en intégrant peut-être 2-3 amenés au sol pour diversifier et dynamiser le combat. Mais j'essaierais de gagner mes rounds en économisant mon énergie avec juste un peu plus de volume sur les premiers rounds et espérer de prendre les 3 premiers et d'être capable de survivre avec suffisamment d'énergie sur la fin. Aljamain, si tu nous écoutes. Alors, on va passer, messieurs, au main event. C'est assez rare d'ailleurs, je pense, pour une carte UFC où le main event est le 3e combat le plus attendu de la soirée. Donc ça va être Korean Zombie contre Alexander Volkanovski. Vous le savez, on voulait tous la trilogie contre Max Holloway. Max Holloway blessé, depuis remis sur pied entre-temps, mais bref, il fallait trouver quelqu'un d'autre, et donc c'est Korean Zombie qui sort d'une victoire face à Dan Ige, qui va avoir le title shot pour le combat. On en parlait avant, on aurait préféré avoir Henry Cejudo. C'était le moment. Ouais, tellement purée. Mais malheureusement, donc on a Korean Zombie contre Volkanovski, et là, pour ce choc-là, c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a aucune traction aujourd'hui, que ça n'intéresse pas vraiment, c'est qu'on a du mal à voir un chemin pour la victoire de la part du Korean Zombie. Chris ou Russ, qui s'y colle en premier? Moi, j'ai pas grand-chose d'intéressant à dire, donc Okay. je te laisse commencer et je verrai si je peux capitaliser dessus. En fait, en soi, c'est la raison pour laquelle c'est vrai qu'on manque un petit peu d'excitation et d'engouement là, tout ce temps qu'on est, c'est que on a un petit peu l'impression. Je vais parler que pour moi et comme ça, ceux qui veulent interjecteront. Mais j'ai un petit peu l'impression, c'est vrai que on sait à peu près comment ça va se passer. Et ce sera probablement à l'avantage de Volkanovski. Et si c'est le cas et qu'il gagne ce combat, c'est pas qu'on n'aura rien appris, mais c'est qu'il accroche un bon nom à son palmarès, parce que Korean Zombie, quand même, voilà, c'est quelqu'un. Mais c'est pas un client dont on se disait avant que le combat commence, ça va vraiment être intéressant, ça va être chaud, ça va poser des questions, et il va falloir que Volkanovski se plie en 4 pour y répondre. Mais parce qu'il a eu son combat contre Brian Ortega, qui était pour Brian Ortega ou pour Korean Zombie, celui où on allait savoir. Voilà, et en fait c'est vrai que ça a été un tournant pour Korean Zombie, parce que Brian Ortega, qui était connu jusqu'à ce moment-là pour être un bon boxeur, mais un petit peu entre guillemets un boxeur de garage, et littéralement en fait, dans le sens, son talent a fait qu'il pouvait s'entraîner avec son entraîneur de boxe anglaise de toujours dans son garage et arriver avec un niveau suffisant à l'UFC pour combattre les meilleurs du monde. C'est délirant. Depuis, il a changé son camp d'entraînement, etc. Il est s'entraîner avec Kevin Ross, d'ailleurs, que je vous recommande. Je pourrais pas plus vous le recommander. Mais voilà, un très, 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 très grand Nakmoy américain. Mais dans le combat que Brian Ortega a fait contre Korean Zombie, vraiment, il a dépoussiéré Korean Zombie. Et en fait, à partir de ce moment-là, on s'est dit, oh, ok, donc Brian Ortega, c'est devenu un striker de classe mondiale, mais pour Korean Zombie, quand même, ça fait un peu chier, parce que jusqu'à maintenant, là où il brillait, c'était debout aussi, en mettant des KO de l'espace, parce qu'il a un bon coup d'œil, parce qu'il a un bon timing, etc. Donc en fait, depuis la magie un petit peu de Korean Zombie, pour moi, c'est pas qu'elle s'est effondrée, mais c'est qu'il est devenu battable en fait. Battable quand tu as un jeu qui est bon, qui est complet, et on sait que c'est le cas de Volkanovski. Et donc en fait, vu qu'il n'y a plus cette magie, et qu'on sait que Volkanovski c'est un tueur à gages partout, et que si Volkanovski veut enclencher des feintes de tous les côtés, des feintes de lutte, des feintes en striking, selon les niveaux, les machins, en anglaise, en kick, etc., il va le faire dès le début. On sait que Korean Zombie, c'est quelqu'un qui travaille pas en volume du tout. Genre, il est très attentiste, il va essayer de choper la bonne opportunité.
Donc, en plus, il y a des chances que s'il n'arrive pas à choper Volkanovski, ce qui risque d'être compliqué parce qu'il est face à un mec qui feinte énormément et face à un contreur, c'est compliqué. Ben, on se dit, il y a quand même beaucoup de risques que Volkanovski puisse dérouler, appliquer le jeu qu'il voudra appliquer, parce que tout simplement, il est trop loin devant de tous les côtés, en fait. C'est pas pour rien que c'était pas le premier choix Korean Zombie, c'est parce que, même, je pense, aux yeux de l'UFC et même peut-être des observateurs, il allait falloir, normalement, dans le cas où il n'aurait pas eu besoin d'un remplacement de Max Holloway, qui retrime encore un petit peu avant de pouvoir être de nouveau dans la course au titre, quoi. Ouais, tout a été dit. En gros, Volkanovski, c'est un des meilleurs actuels et ça peut devenir un des meilleurs de tous les temps, je pense, en termes vraiment de compétences et même de achievement. Hein, s'il continue à rajouter des gros noms sur sa liste, pourquoi pas. C'est une pile électrique, c'est comme ça que je l'appelle. Hein. Il envoie tellement d'informations à son adversaire que son adversaire s'y perd, ça court-circuite le système nerveux et puis il annihilie et il rend ses adversaires beaucoup moins bons que ce qu'ils sont réellement. Ortega, c'est le meilleur indicateur. Il fait un masterclass contre Korean Zombie, puis il arrive, on le reconnaît quasi plus. Il a juste eu un moment dans le combat. Et effectivement, moi, ma logique, c'est je déteste faire des mathématiques en MMA, genre lui a battu lui, qui a battu lui, donc lui battra lui. Mais ici, ça a tellement de sens de le faire. Si Ortega n'a pas su ennuyer Volkanovski, hormis sur ce knockdown suivi de deux grosses tentatives de soumission, mais il n'a pas réussi à le soumettre. Attention, hein, Korean Zombie, son grappling est sous-estimé de dingue, mais c'est pas le niveau d'Ortega non plus. Et si Holloway n'a pas réussi à le faire en deux combats, et encore, il y a aussi ce point de le peu de fois où on voit des mini-erreurs chez Volkanovski, il a un menton et une récupération de dingue. Donc j'ai vraiment du mal j'ai du mal à voir Korean Zombie trouver l'ouverture et réussir à finaliser. Et je le vois vraiment pas dominer les rounds. Je le vois pas prendre les rounds. Donc ça doit jouer sur un moment. Et si Holloway n'est pas arrivé en pression et que Ortega n'est pas arrivé sous pression, ça me donne l'indication que Volkanovski peut venir avec le game plan qu'il veut. Soit il se déplace, il fait en sorte que Korean Zombie le suive comme Ortega l'a fait contre Korean Zombie, soit il vient pour mettre la pression comme il l'a fait contre Brian Ortega. Donc tout peut fonctionner pour Volkanovski. Le seul point d'interrogation, c'est peut-être Cerudo dans le coin. Peut-être qu'il a vu quelque chose que personne ne voyait. Ouais, c'est ça. Et encore faudrait-il pouvoir, parce que du coup, Cerudo, c'est un mastermind, c'est un maître de l'esprit, surtout sur le MMA global. Mais encore faut-il, j'ai envie de dire, être celui qui peut l'appliquer. Et je dis juste ça dans le sens, Cerudo, il est connu pour adapter même pendant les combats des game plans, mais on sait aussi qu'il est lui-même très axé sur la lutte. Si jamais c'est ça qu'il comptait implémenter dans le jeu de Korean Zombie, j'aurais du mal à le voir que ce soit efficace, quoi. Parce que c'est pas son style. Ouais, Korean Zombie, après, il a fait une belle performance en lutte contre Dan Ige. On pourrait considérer Dan Ige comme la version light de Volkanovski. J'ai pas envie de les comparer trop, mais il y a des points de ressemblance, mais par contre, le niveau de compétence est quand même vachement différent. Et donc, voilà, Korean Zombie a battu Dan Ige. C'était pas non plus le 50-45 ultra domination. Ouais, et donc encore une fois, j'ai du mal à voir ce qu'il peut faire de plus que ce qu'il a fait contre Dan Ige et qui fonctionnerait en plus contre Volkanovski, qui est pour moi juste une bien meilleure version que Dan Ige à tous les niveaux. Mais cela dit, en termes de gestion, c'était très intéressant la performance qu'a livrée Korean Zombie contre Dan Ige. Très, très intéressant, très intelligente. Et je veux juste préciser un truc, parce que je sais qu'on est sur Internet aussi. Je suis pas en train de décrédibiliser Korean Zombie. C'est juste que pour moi, Volkanovski est tellement fort. C'est ça. Que voilà, je suis en train plus de mettre Volkanovski sur un piédestal que je suis en train de descendre Korean Zombie. Et puis, tout comme Sterling aussi, très très bon combattant, mais Piotr Yan tellement. Et puis c'est un combat qu'on aurait pu avoir en fait à un autre moment dans la carrière de Volkanovski et aussi du Korean Zombie. Pour moi, à mon sens, c'est le combat qu'on aurait pu avoir au moment où Volkanovski s'est imposé contre Shawn Mendes. Aujourd'hui, les deux sont dans des moments de leur carrière qui sont un peu différents. D'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder le classement, même si ça ne veut pas tout dire bien évidemment, mais Dan Ige est aujourd'hui, je crois, à peine dans le top 15, et c'est cette victoire-là qui a permis au Korean Zombie d'avoir ce title shot. Messieurs, place au pronostic. On va commencer par le co-main event, Aljamain Sterling contre Petr Yan. Unibet cote à 4,50 pour Sterling,
1,22 pour Petr Yan, 20% des parieurs misent sur Aljamain Sterling. Qu'en pense Chris? Moi, mon pronostic, il est assez clair. Je pense que ça va aller à la décision. Sterling va, selon moi, venir avec une stratégie plus light que dans le premier combat et va donc pouvoir survivre sur la durée. Par contre, je vois un 49-45 pour Petr Yan. Je vais aller dans la précision. Il perd le premier round, Petr Yan. Il prend les 4 suivants, dont le 4e ou le 5e, avec un 18. Putain, ça c'est précis comme prono. Rusty? Waouh. Je pense que Petr Yan va finir une nouvelle fois Sterling. En fait, j'ai une sensation avec Sterling que sa dimension physique un petit peu, alors gardons toute proportion gardée, hein, mais j'ai un peu la sensation qu'il a un physique qui est tellement naturellement explosif que même s'il essaye de s'économiser, en fait, je crois que sa manière de bouger, sa manière de frapper fait que il ne peut que, entre guillemets, être sur un cardio vraiment, vraiment compliqué à la fin d'un combat de 5 rounds. Et tu peux pas vraiment faire ça contre un Petr Yan parce que à partir du moment où il sent l'odeur du soufre, l'odeur du sang, généralement, c'est bonne nuit. Et voilà. Et en plus, je pense que Petr Yan, et c'est un truc, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué, mais tant mieux parce que c'est de l'extra combat. Mais je pense que là, il a envie de prouver quelque chose, Petr Yan. Et on sait qu'il est taquin. Il l'est même au micro, il n'hésite pas à y aller. Et là, je pense que son côté taquin, ça va faire mal. Là. La taquinerie n'est jamais finie. Je partage l'avis de Big Rusty. Je pense que ça va être assez violent. Et je mets victoire par TKO de Petr Yan au 4e round. Mais je partage l'avis de Chris aussi, voilà. Voilà, on va parti. Non, mais je pense Guillaume que la Suisse. mais je pense pour Moi, je suis un peu de l'avis de tout le monde. Non, mais je pense que pour le coup, on aura vraiment un gros premier round d'Aljamain Sterling, et je pense que ça ne va pas suffire, comme ça n'a pas suffi au Chris devient flou. Et voilà, ça y est. Et je pense que ça ne va pas suffire, et je pense que c'est ce qui va causer sa perte quelque part, c'est qu'à mon avis, il va se dire je vais tout mettre dans le premier round. Je pense qu'il va pas y aller à l'économie. Enfin, je pense qu'il va pas y aller à l'économie, il va se dire il faut que je mette tout sur le premier round parce qu'il a lui aussi envie de prouver de tout ce qu'il dit là pour l'instant sur les réseaux sociaux, et je pense que c'est pas un mec qui a envie de faire de l'esbrouf à Aljamain Sterling. Il a envie de montrer que c'est bien lui le champion, et je pense qu'il a envie de faire ce que personne n'a fait jusqu'à maintenant, à savoir terminer au premier round Petr Yan, mais je pense que ça va s'avérer plus compliqué que prévu. Messieurs, le main event, Alexander Volkanovski contre Korean Zombie, cote à 1,12 bordel pour Alexander Volkanovski, 92% des gens misent sur lui et 6,50 pour Chan Sung-Yang. Et donc si vous misez 1 euro, vous récupérez 12 centimes pour Alexander Volkanovski. Moi, je pense que ça va être décision unanime, tranquille pour Alexander Volkanovski qui va gagner tous les rounds. Voilà. Rusty, pareil. Chris. Allez, Rusty. Bah, en fait, pareil. Hein, donc, je le vois pas non. Enfin, oui, on peut imaginer qu'il le termine, Korean Zombie, mais c'est vrai que c'est pas nécessaire. Déjà, il est pas connu pour être un finisseur nécessairement, Volkanovski, et d'autant plus maintenant qu'il est champion. J'ai envie de dire. Pourquoi est-ce qu'il prendrait un risque quel qu'il soit? Donc après, ça dépend. Hein, si jamais il enquille suffisamment de dommages à Korean Zombie, ça peut être arrêté par l'arbitre. Mais je vois aussi une décision croisière. La croisière s'amuse pour Volkanovski et pareil, 50-45. Chris. Moi, je vais aller à l'encontre de tout le monde. Oh, Korean Zombie va se faire finaliser dans le 3e round. J'ai été influencé par quelqu'un sur Twitter, MMA Propagande, qui dit, voilà, et il a raison, Volkanovski, ses derniers combats, c'est contre les meilleurs mentons de la division, Holloway, Ortega, et que contre Ortega, honnêtement, l'arbitre aurait dû arrêter. Et je pense on pourrait se retrouver dans un scénario où Volkanovski applique un sacré ground and pound à Korean Zombie. Je lui donne 3 rounds. 3e, il y a une petite finish là. Et d'ailleurs, c'est vrai que oui, j'espère que je dis pas de bêtises, mais là, en fait, j'ai la séquence de finition contre Chad Mendes en tête, et c'est vrai qu'il me semble que c'était assez violent. Si je ne m'abuse, un énorme body shot, genre au coup au foie. Donc c'est vrai que s'il accélère, il fait salement mal une fois qu'il sait qu'il est au-dessus, Volkanovski.
Mais ouais. We'll see. Réponse dans la nuit de samedi à dimanche. La semaine prochaine, UFC 273. Malheureusement, nous ne serons pas avec Chris pour cet événement-là. Qui a à faire, ce monsieur est très occupé. Mais on sera avec Julien. On sera avec Julien pour suivre l'UFC 273 en direct sur Twitch. Parce que oui, la taquinerie et la twitcherie ne sont jamais finies. À la prochaine, messieurs. Ouais. Ouais. On était sur... Oui, je me souviens plus, on était sur Twitch la dernière C'est la fois. pub. Ah oui, oh oui. god damn. Et puis oui, et puis shout out à Onae, nos superbes savons. Chris est venu charger comme jamais. Comme c'est la fin du podcast, ceux qui veulent pas entendre ma review de Onae peuvent déconnecter, mais j'ai une petite review à vous partager, les amis. Est-ce que j'ai le temps de le faire? Allez, il a le temps. Ah bah, il a le temps de Voilà. la faire. Bon, my God. alors, c'est un savon, donc ça nettoie. Et honnêtement, les gars, on va pas se mentir, quelqu'un qui se nettoie pas, ça va pas attirer les femmes. Alors, moi, je mesure 1m95 pour 96 kg. Ce qui signifie que je fais 13% de surface en plus que le français moyen qui mesure 1m97 pour 81 kg en moyenne. 77. Oui, parce que... 77. Ouais. Oui, pardon. J'ai utilisé le Red Volcano pendant 51 jours, c'est-à-dire plus 13%, 58 jours pour l'homme moyen par savon. Je me nettoie les jambes. Je sais que beaucoup d'hommes ne se nettoient pas les jambes, donc ça ferait 116 jours d'utilisation pour ceux qui nettoient pas les jambes. À 7,90 €, le savon, ça fait 13,6 centimes le lavage. C'est très économique. Je trouve ça plutôt pas mal. Si on achète le pack 6 savons, on en a pour 45 € pour un an à 13 centimes le lavage. On économise un demi-plein et on se fait un plein de savon. Waouh. Waouh. Ça, faut le garder en poste. Ça. Oh, wow. Je n'ai pas été payé pour faire cette review. Oh, waouh. C'est toujours important de le préciser. Impressionnant. Waouh. Et ben voilà, on se quitte là-dessus. God damn. Oh là 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 là.